Premier exemple, vous allez voir un changement d'énergie potentielle gravitationnelle sur une grande distance, donc on ne peut pas utiliser MGH. Donc le problème est le suivant. Quelle est la variation d'énergie potentielle gravitationnelle d'un astronaute de 64,5 kg déplacé de la surface de la Terre vers une orbite circulaire à une altitude de 4,4 fois 10 à 2 km? OK. Donc là, on va clarifier certaines choses. On va voir qu'en pratique, ça fonctionne notre affaire. Donc, j'ai le haut de la Terre, j'ai mon astronaute qui est à la surface de la Terre. Il va être déplacé d'une certaine distance à une plus haute hauteur, si on veut, un plus grand rayon. On ne parle plus vraiment d'hauteur, étant qu'il y a plus de haut et de bas vraiment quand on parle d'une planète de cette façon. Donc, c'est à 4,4 fois 10 à la 2 d'altitude. Donc, ça, c'est juste notre deuxième rayon. On va appeler ça A pour altitude, qui est égal à 4,4 fois 10 à la 2 km. On veut l'avoir en mètres fois 10 à la 5 mètres. OK. On veut connaître la variation d'énergie potentielle. D'après tous les problèmes qu'on a fait jusqu'à date sans avoir appris cette équation-là, il devrait gagner de l'énergie potentielle. Il devrait avoir plus d'énergie potentielle, right? Il est en train d'en avoir plus, on le met plus haut, il a plus grande capacité de tomber. On va voir si ceci fonctionne quand même avec. Donc, la variation d'énergie potentielle gravitationnelle, delta EG, va être égale à EGF moins EGI. EGF, ça va être négatif G M, grand M petit m sur R, en parenthèse, moins, ça c'est mon R final, ou ce que je vais finir, moins G grand M petit m sur R initial. Énergie potentielle initiale, ça c'est négatif, énergie potentielle finale. Mettez vos parenthèses, c'est important. C'est quand on a un négatif, on soustrait un négatif, ça devient une addition. C'est important à ne pas négliger ça. Donc, ce qu'on retrouve, soustraire un négatif devient positif. Donc, je vais réécrire de cette façon-là. Je vais prendre le terme le mettre en avant, puisqu'il est positif. Je préfère le voir de cette façon-là. M sur RF. Qui est la première équation que j'avais montrée la dernière fois. Une fois qu'on a rajouté le négatif, ça flippait les deux. Peu importe, on retrouve la même équation. Ici, pour simplifier le calcul, on peut mettre en évidence tout ce que les deux ont de pareil. Les deux ont la constante gravitationnelle, les deux ont la masse de la Terre, les deux ont la petite masse de l'astronaute. 1 sur RI moins 1 sur RF. Pour économiser de la place, je vais effacer ce que j'ai en haut, parce que ça va être quand même assez long, puis je vais réécrire mon équation. Donc, à ce point-ci, on a juste à rentrer nos valeurs qu'on connaît. La constante gravitationnelle, 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré, si je me souviens bien. La masse de la Terre, 5,98 fois 10 à la 24 kg. La masse de notre astronaute est de 64,5 kg. Et maintenant, j'ai l'inverse de mes rayons. 1 sur mon rayon initial, moins 1 sur mon rayon final. Là, faites attention, rayon initial. Il se trouve où initialement? Rayon de la Terre. Rayon de la Terre est de 6 points. Oh, je me souviens plus par cœur. C'est quoi ça? 6,37 fois 10 à la 6. 6,37 fois 10 à la 6. Pas au carré. Hein, dans ce cas-là, je n'ai pas au carré, juste le rayon. Et le rayon final qui serait le rayon de la Terre plus mon altitude. 6,37 fois 10 à la 6 plus 4,4 fois 10 à la 2 fois 10 à la 5, on le veut en mètres. Grand calcul, faites-le étape par étape. Ça va nous cracher une valeur, 2,609 fois 10 à la 8 joules. Remarquez que c'est positif. Remarquez que le fait qu'il a monté ou qu'il a gagné de l'altitude, lui a gagné de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il a gagné plus. Maintenant, il a plus de potentiel de tomber. Hein? Donc, ça nous revient quand même une valeur positive qui est excellente. Ce qui est conforme à nos calculs qu'on aurait fait avec MGH. Hein? Dans ce cas-ci, on ne peut pas puisque G n'est pas constant. La raison est mes rayons 1 sur RI, 1 sur RF.
Mon rayon final, lui, il est plus grand. La valeur de RF ici est beaucoup plus grande, qui veut dire que ce terme va être plus petit. Je divise par un grand nombre, tandis qu'ici, je divise par un plus petit nombre. Donc, ma valeur qui va être crachée d'ici va être une valeur positive. G, M et M, c'est toutes des valeurs positives. Je n'ai avec un changement d'énergie, positif. Donc, le changement d'énergie gravitationnelle, ou le travail qui a été fait pour le monter, on aurait pu dire, est de 2, puis le chiffre significatif, je pense que c'en est 3, 2,61 fois 10 à la 8 joules. C'est ça, on passe à la prochaine exemple. Le prochain exemple parle des vitesses de libération. Donc ici, on va aller voir c'est quoi la vitesse de la libération à la surface de la Terre et à la surface de la Lune. Donc encore, je vous fais le rappel, pour atteindre une vitesse de libération, on a besoin d'une énergie totale mécanique positive. Quand je parle d'énergie mécanique totale positive, on doit utiliser notre valeur de l'énergie potentielle gravitationnelle universelle, pas MGH, mais notre nouvelle équation. Donc, petit rappel, pour V libération, on a besoin que l'énergie totale soit plus grande que 0. Okay? Pour que l'énergie totale soit plus grande que 0, on a besoin plus grand ou égal à 0. À 0, ça va être le point où on trouve la vitesse de libération. N'importe quoi plus que ça fait certain que ça ne tombe pas. Pour que l'énergie totale soit plus grande à 0 ou égale à 0, l'énergie cinétique va être égale à l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est la logique qu'on devrait arriver. Donc, on va tout me montrer ça dans une évaluation. Ça serait super, ça démontre vraiment ta compréhension. Mais vraiment, je vais remarquer une relation ici qui est importante. L'énergie cinétique, mv au carré sur 2, l'énergie potentielle gravitationnelle, Gmm sur R, c'est tout. Je n'ai pas pris la valeur négative, et tant que je veux juste que les deux soient de la même grandeur. J'aurais pu dériver ça de mon équation de l'énergie totale aussi. Peu importe, on remarque, la masse n'est pas importante. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être un auto, ça pourrait être une fusée, ça pourrait être une particule, c'est pas important. On pourrait retrouver que la vitesse de libération est donc 2Gm sur R racine carrée. Donc, vitesse de libération ne dépend du rayon, où ce qu'on se trouve par rapport au centre de masse, la masse centrale, la masse qui nous garde dans son champ gravitationnel, et 2G, c'est juste des constantes. 2 fois 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Masse de la Terre, 5,97 fois 10 à la 24. 5,98, je pense, dans votre feuille de formule. Kilogramme. Et le rayon de la Terre, 6,37 fois 10 à la 6 mètres, si je n'ai pas oublié. 1,119 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Donc, chiffre significatif, 3 chiffres significatifs, je pense que c'est ça, 3 chiffres significatifs. 1,11 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Qui veulent connaître la valeur en kilomètres à l'heure, c'est de 4028 km par heure. Donc, 4028 km à l'heure, c'est la vitesse sur laquelle tu dois bouger pour pouvoir t'échapper du champ gravitationnel de la Terre partant de la surface de la Terre. Si tu bouges moins vite que ça, tu vas retomber, peu importe. Tu vas peut-être te rendre très loin, mais la force gravitationnelle, tranquillement, va te ralentir et va te ramener. On fait la Lune dans une seconde. Effectivement, pour changer notre problème pour la Lune, on a juste à changer les variables qui ont un effet sur la vitesse de libération, la masse de mon objet central, de ma masse centrale, et le rayon où je me trouve. Donc, allons modifier ça. On garde 2G, on garde la même équation, et on peut aller déterminer la vitesse de libération partant de la surface de la Lune. La masse de la Lune est en 7,35 fois 10 à la 22, je crois, 22 kg. Et le rayon de la Lune est en 1,74 fois 10 à la 6. Donc, environ, vous avez remarqué, la masse de la Lune est environ 100 fois un facteur de 2 fois 10 à la 24, 2 fois 10 à la 22, facteur de 100
fois plus petite. Mais le rayon, il n'est pas si plus petit que ça. C'est environ, 6 fois plus petit, 5 fois plus petit environ. De toute façon, ça nous crée une vitesse de libération de 2,3738 fois 10 à la 3 mètres par seconde. Donc, une vitesse qui est beaucoup plus petite, d'un facteur d'au moins 10. Un ordre de grandeur de différence. 3 chiffres significatifs, 2,37 fois 10 à la 3 mètres par seconde. Vitesse de libération pour la Lune. Le dernier exemple qu'on va faire pour cette section est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe, mais c'est correct, ça se suit bien. C'est une bonne pratique pour voir tous ces nouveaux concepts, ce qu'ils veulent dire et tout. Donc, on a un satellite de télécommunication. Donc, pense à un satellite de GPS, de cellulaire, peu importe. Okay? On s'envoie de l'information. Pour avoir un bon satellite de télécommunication, on aime souvent qu'il soit en orbite géostationnaire. Donc, géostationnaire veut dire qu'il est en train de tourner avec la Terre. Il garde toujours un spot sur la Terre en même temps. Donc, si la Terre est en train de tourner sur 24 heures, le satellite fait son orbite sur 24 heures. Donc, ça, c'est une orbite géostationnaire. Je pense qu'on en a vu un peu dans le mouvement circulaire quand on fait la section-là. Donc, un satellite de communication de 5 × 10 à la 2 kg, donc 500 kg, est placé en orbite circulaire géostationnaire autour de la Terre. On cherche à trouver le rayon de l'orbite. Donc, j'ai une grande masse qui est la masse de la Terre. J'ai une petite masse qui est mon satellite, qui est en train de tourner en rond à une certaine distance. Première question est, c'est quoi R? Donc, premièrement, allons voir nos informations. La masse de la Terre, grand N, est égale à 5,98 fois 10 à la 24 kg. Si tu ne le connais pas par cœur encore, c'est dans ta feuille de formule. La masse de notre satellite est de 500 kg, 5 fois 10 à la 2 kg. La valeur de G est de 6,67 fois 10 à la moins 11 Newton mètre carré par kilogramme carré. O et C nous ont donné de l'information quand on parlait de l'orbite géostationnaire. Géostationnaire, comme j'ai dit, ça tourne avec la planète. Donc, oui, cette orbite qui est circulaire a une trajectoire qui est plus grande que la surface de la Terre, mais elle se fait sur la même période. T est égal à 24 heures. Si on veut savoir ça en secondes, on fait x60 x60 pour les minutes et les secondes. Donc, pour la partie A, ça nous demande de trouver le rayon. Ici, c'est un problème de dynamique, mouvement circulaire. La force gravitationnelle agit comme notre force centripète, G, M, petit m, sur la distance au carré égale à M, V au carré sur R. Et tant qu'ils ne nous ont pas donné la vitesse directement, on va avoir à utiliser notre autre équation qu'on utilise assez souvent. M4 pi 2 R sur la période au carré. Donc, allez voir votre unité de mouvement circulaire ou votre feuille de formule pour celle-ci. Notre équation de gravitation universelle. Et on remarque que la masse de notre satellite n'est pas importante comme d'habitude. On peut mettre n'importe quoi en orbite, ce n'est pas important de sa masse. On peut isoler notre rayon, donc je vais le faire vite fait. Le rayon est égal à GMT au carré sur 4 pi 2 racine cubique. Okay? Donc, tu peux faire la démarche toi-même. Tu vas voir que tu devrais obtenir ceci. Si tu n'as pas ça, tu avais une petite erreur. On rentre nos valeurs. Rayon est égal à constante gravitationnelle masse de la Terre période à la 2. Je vais écrire 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Tout ça au carré sur 4 pi au carré. Et on trouve la racine cubique de tout ça. Ça devrait cacher une valeur de 4,225 fois 10 à la 4, fois 10 à la 7 mètres. Donc, le rayon de l'orbite, 4,23 fois 10 à la 7 mètres. C'est significatif. Donc, ça, c'est le rayon de notre orbite. Mais de l'autre côté, ça se peut qu'on ait besoin plus tard. Prochaine partie, on la fait dans une seconde.
Partie B maintenant. Quelle est l'énergie potentielle gravitationnelle du satellite lorsqu'elle est fixée à une fusée dans le lancement de lancement immobile sur la surface de la Terre? Donc, effectivement, on demande c'est quoi son énergie potentielle gravitationnelle lorsqu'elle est à la surface de la Terre. N'oublie pas, on n'utilise plus la surface de la Terre comme notre zéro. On utilise notre équation universelle maintenant. C'est quelque chose qui est un peu plus utile, qui est plus puissant. Donc, à la surface de la Terre, quand elle est ici, elle a quand même une distance, un certain rayon du centre de la Terre, qui est RT. Donc, pour B, l'énergie potentielle gravitationnelle est de négatif G mm sur R. Presque la force gravitationnelle, mais ce n'est pas la force gravitationnelle. Ici, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Ce n'est pas R au carré. On rentre nos valeurs. 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Masse de la Terre, 5,98 fois 10 à la 24 kg. La masse de notre satellite lorsqu'il est par terre, 500 kg. Et la distance lorsqu'il est à la surface de la Terre, pas en orbite, mais à la surface de la Terre, 6,37 fois 10 à la 6 mètres. Ceci va nous donner une valeur négative. N'oublie pas, quand on est à la surface de la Terre et on n'a pas d'énergie cinétique, on a une dette d'énergie à la Terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas quitter. On ne peut pas sortir de l'orbite du champ, pardon, on ne peut pas sortir du champ gravitationnel de la Terre, on ne peut pas s'échapper, à moins qu'on ait de l'énergie totale positive. Comme c'est là, mon satellite ne bouge pas, il est à la surface de la Terre, il va avoir de l'énergie négative. Donc, on trouve une valeur de négatif 3,13. Je pense que c'est ça, 3,131 fois 10 à la 9 joules. Donc, il y a une très grande dette. C'est une grande masse. Elle a beaucoup d'énergie potentielle qui veut rester sur la Terre. Pour la détacher de la Terre, il faudrait lui donner tout ça d'énergie cinétique pour qu'elle quitte l'orbite complètement. Elle quitte le champ complètement de la Terre gravitationnelle, la Terre et son champ gravitationnel. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, G, à 3 chiffres significatifs, négatif 3,13 fois 10 à la 9 joules. C'est notre réponse finale. On passe à ça dans une seconde. Pour la prochaine partie, ça demande quelle est l'énergie totale du satellite lorsqu'il est en orbite géostationnaire. Il y a deux façons de le faire. Il y en a une qui est super longue et tu vas certainement faire une erreur. Puis il y a une autre façon qui est hyper facile. Donc, je vais vous montrer les deux, commençant avec la plus difficile. Donc, c'est vraiment pris. Évidemment, tu vas le faire au long. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est pas pire, on utilise G, pardon. Ça, c'est la définition. Tu peux commencer là. L'énergie cinétique, mv au carré sur 2, plus l'énergie potentielle gravitationnelle, négatif G grand m petit m sur R. Encore, on continue avec notre définition. Je ne peux rien éliminer. Je n'ai pas de zéro ici, là, je ne peux pas éliminer ma masse. Il faut que je continue avec ce que j'ai là. Je devrais être capable de trouver une valeur. On ne connaît pas la vitesse de notre satellite, mais on connaît sa période. Donc, ce qu'on peut faire, encore faites attention, ça, ce n'est pas la force centripète. Ce n'est pas mv au carré sur R, mais mv au carré sur 2. Donc, je vais remplacer la vitesse avec 2 pi r, la circonférence de l'orbite, sur la période. Ça y prend 24 heures pour faire la circonférence. Sur 2. Tout ça au carré, pardon, la vitesse au carré. Moins g grand m petit m sur r. Allez, j'ai une grande équation. Je vais nettoyer ce qui se passe avec mon exposant ici. On va finir avec 2 à la 2, 4, 4 divisé par 2, 2. 2m, je vais le mettre avec les 2 pi carré, r carré, m sur t carré, moins g m petit m sur r. J'ai bien fait ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. OK. Donc, voici l'équation. 2 pi constante r, c'est le rayon d'orbite, on le connaît, on l'a trouvé en A. La masse petit m, ça c'est la masse de mon satellite. T, c'est la période, 24 heures, on va le convertir en secondes. G, la constante gravitationnelle. Grand M, la masse de la Terre. Petit m, la masse du satellite. Plug and play, c'est long, mais ça se fait. Donc, je vais mettre les unités de mesure pour me donner un peu plus de place. D'orbite, le rayon d'orbite qu'on avait trouvé, c'était 4,22
5 fois 10 à la 7 mètres au carré. La masse est de 500 kg. Période, c'est de 24 heures fois 60 fois 60 pour avoir des secondes. Tout ça au carré. Moins 6,67 fois 10 à la moins 11. Masse de la Terre, 5,98 fois 10 à la 24. La masse de la sonde est le satellite est de 500 kg. Divisé par le rayon de notre orbite, 4,225 fois 10 à la 7 au carré. Et ça va me donner une valeur. Avant de sauter là, montrez-moi les deux valeurs des deux termes au lieu de juste plugger d'un shot. Je veux que vous remarquiez quelque chose qui va dire « Ah, look at that! » C'est facile. Ce qu'on obtient, je vais faire j'ai des calculs ici déjà faits, là, donc 2,36 fois 10 à la 9 moins 4,72 fois 10 à la 9. Ça, c'est des jeunes. Les deux sont des jeunes. Remarque quelque chose. Deux chiffres, même ordre de grandeur, plus précisément, celui-ci est la moitié de celui-là. Allez revoir la dernière partie des notes qu'on avait faites quand on parlait des orbites. C'est peut-être libération? Non, c'est ça avec l'énergie de liaison. Quand on parlait de la deuxième section, quand on parlait de l'énergie potentielle gravitationnelle, quand un satellite est en orbite, son énergie cinétique est égale à la moitié de la grandeur. La grandeur de l'énergie potentielle gravitationnelle, la grandeur de l'énergie cinétique d'un satellite en orbite est égale à la moitié de son énergie potentielle gravitationnelle en grandeur. Donc, 1 est négatif, l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique est la moitié de cette valeur est positive. Donc, au lieu de faire tout ce calcul, on aurait pu faire l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. On vient de se souvenir de notre relation, que l'énergie cinétique est égale à la moitié de l'énergie potentielle gravitationnelle. On va prendre des G, pardon, encore. Celle-ci est positive, celle-ci est négative. Donc, je vais l'écrire de même vite fait. Là, on va parler de la grandeur, disons, de l'énergie potentielle gravitationnelle. 1/2 moins 1, ça me donne négatif 1/2 de la grandeur de l'énergie potentielle gravitationnelle. 1/2 GMM sur R. On aurait pu juste plugger ça puis avoir notre même valeur. Donc, négatif 1/2, 6,67 fois 10 à la moins 11, 5,98 fois 10 à la 24 pour la masse de la Terre, 500 pour la masse du satellite, sur le rayon de l'orbite qui était de 4,225 fois 10 à la 7 mètres, que dans les deux cas nous donne la même réponse, négatif 2,36 fois 10 à la 9 joules d'énergie totale. Donc, remarque que même en orbite, l'énergie totale, même si le satellite est en train de bouger très, très, très vite, l'énergie totale est négative, le satellite est encore attaché à la Terre. Il y a une énergie de liaison ici qui la garde là. Puisqu'elle est négative, elle est quand même rattachée, elle a encore une dette à la Terre. On fait la prochaine section D dans une seconde. L'idée de la question nous demande quel est le travail que la fusée de lancement doit faire pour mettre le satellite en orbite. Donc, essentiellement, on a notre satellite sur la Terre, situation initiale, on a le satellite en orbite dans l'espace, situation finale. Entre les deux, il y a quelque chose qui va être un travail, ça va être notre fusée de lancement. On l'envoie sur une fusée, elle va lui donner une certaine altitude, donc l'énergie potentielle gravitationnelle, et une énergie cinétique pour qu'elle bouge. Il faut que ce soit en mouvement pour qu'elle reste en orbite. Donc, le travail qu'on doit faire pour la mettre en orbite, que la fusée de lancement doit faire, va être la variation d'énergie. La variation d'énergie totale. Okay? Pas juste de potentiel, pas juste cinétique, mais juste la variation d'énergie totale mécanique. Énergie finale moins énergie initiale, par définition. Finale, on vient de trouver dans la dernière question que son énergie totale en orbite était de, c'était négatif 2,36 fois 10 à la 9 joules. Ça, c'était en orbite, elle avait quand même une énergie négative totale à cause qu'elle est rattachée à la Terre. Initialement, avant d'être lancée en orbite, elle n'avait pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique, mais
elle avait une énergie potentielle gravitationnelle. Hein? La surface de la Terre, elle n'est pas au centre de la Terre, elle n'est pas à zéro, donc elle avait quand même une énergie. Ça, on l'avait trouvé, je pense, dans la partie non, B. La partie B, on avait trouvé l'énergie potentielle gravitationnelle lorsqu'elle est à la surface de la Terre, qui était de, encore une valeur négative, 3,131 fois 10 à la 10 newton, à 10 joules, pardon. Alors, remarque encore, valeur négative, petite, fois 10 à la 9, valeur négative, plus grande, fois 10 à la 10, je suis en train de soustraire cette valeur, je finis avec un travail positif. Ça fait du sens que la fusée de lancement ait fait un travail positif. Elle a dû lui donner de l'énergie pour la mettre en orbite, donc pour gagner de l'altitude et pour lui donner de la vitesse, de l'énergie cinétique. Bon, on trouve la différence. Elle a fait un travail de 2,89 fois 10 à la 9, fois 10 à la 10, pardon, joules. Donc ça, c'est le travail que la fusée de lancement a dû faire pour la mettre en orbite. La dernière partie, on peut la faire très vite. Donc ça, c'était D. Et pour E, ça nous demande, c'est quoi l'énergie de libération maintenant que notre satellite est en orbite? N'oubliez pas, l'énergie de libération, c'est l'énergie qui manque, ou l'énergie de liaison, c'est l'énergie qui manque pour que l'objet, le satellite, atteigne sa vitesse de libération. Donc, pour avoir ceci, on a besoin d'une énergie totale positive, donc pas de négative. Comme c'est là, l'énergie totale de notre satellite est de négative 236 fois 10, donc 2,36 fois 10 à la 9 joules. Donc, l'énergie totale est de négative 2,36 fois 10 à la 9 joules. Ça, c'est ce qui lui manque pour avoir une énergie totale positive, ou au moins de zéro. Une fois que tu as atteint le zéro, tu es à ta vitesse de libération. N'importe quoi plus que ça, c'est du gravy. Là. Donc, l'énergie de liaison est égale à 2,36 fois 10 à la 9 joules. Ce qui lui manque pour arriver au zéro, c'est ça. Si on lui donnerait ce montant d'énergie en énergie cinétique, excellent, ça s'en va, vitesse libération, c'est fait. Donc, je comprends que ceci en est beaucoup. C'est vraiment la première chose de nouveau dans cette unité. Prenez le temps de la réécouter s'il faut. Je vais vous donner d'autres ressources aussi qui vont aller avec. J'espère autant que possible c'était le plus clair, mais je comprends que c'est très abstrait. Si vous avez des questions, posez-les. Après ça, il nous reste juste la loi de Hooke et l'énergie dans un ressort qui est comparativement beaucoup plus simple. Donc, je vous lance ça. Regardez les devoirs et on se revoit vendredi à la session de clavardage. Ciao!